Je me souviens quand j'allais rencontrer des couples à l'Institut de Périculture de Paris où je travaillais, et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois des parents endeuillés d'un jeune bébé. Je me souviens d'un couple qui était venu me voir à mon cabinet, et elle était très triste parce qu'elle disait que son mari n'en parlait plus. Ça faisait quelques mois qu'ils avaient perdu leur petite fille. Et elle disait oui, puis cet été, alors que tous les matins, moi, quand je me réveillais, je pensais à l'enfant qu'on aurait dû avoir, qu'on aurait dû passer les vacances d'été avec notre petite fille. Toi, tu partais faire ton jogging tranquillement. Et il lui a dit, oui, je partais faire mon jogging. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y avait une petite chapelle dans les collines. Et tous les matins, j'allais allumer un cierge pour notre petite fille. Je suis Marie-Josée Soubieux, psychiatre psychanalyste et spécialiste du deuil périnatal depuis 25 ans. Selon la définition de l'OMS, le deuil périnatal est le deuil d'un bébé entre 22 semaines d'aménorrhée et 7 jours de vie révolue. Mais pour moi, le deuil périnatal va vraiment au-delà de cette définition. Bien entendu, il concerne les morts fœtales in utero et les interruptions médicales de grossesse décidées en raison de graves malformations, mais il concerne aussi les IVG, les fausses couches, les réductions embryonnaires, les interruptions sélectives de grossesse, les grossesses extra-utérines et la stérilité. Le deuil périnatal n'est pas du tout un deuil comme les autres deuils. Il a vraiment un grand nombre de singularités. Tout d'abord parce que c'est un bébé, un enfant qu'on n'a pas connu, que seule sa mère a connu par ses sensations internes, et également le père par les images échographiques et éventuellement la perception qu'il a eue à travers la paroi du ventre de sa femme. C'est un deuil particulier parce qu'il vient bousculer l'ordre des générations, qu'il ne répond pas à la logique de la vie. On est petit, on grandit, on devient adulte, et puis un jour on est âgé et on va quitter ce monde. Et là, le petit enfant va mourir avant ses parents et avant même ses grands-parents. Ce deuil est particulier aussi parce que habituellement on entoure les endeuillés, et là, peut-être du fait qu'on ne le connaît pas, on va au contraire les éviter. On va transformer ce non-avènement en non-événement. Et ça, c'est vraiment une chose dont souffrent énormément les parents. C'est également un deuil singulier, car il se produit pendant la grossesse. Et on sait que la grossesse, c'est comme à l'adolescence, c'est une crise existentielle avec une perte de tous les repères. C'est-à-dire que à l'adolescence, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, on va le devenir. Et là, pendant la grossesse, on n'est plus seulement le fils et la fille de ses parents, on va devenir parent, mais on ne l'est pas encore. Et donc, il y a une perte des repères, et ce qui fait que ça induit une crise. Et quand il y a la mort d'un bébé pendant cette crise, on a une crise dans une crise. Et c'est vraiment très difficile pour les parents de faire face à ce tsunami psychique qu'ils vivent. Une autre particularité, c'est que c'est le statut de ce bébé, c'est-à-dire c'est la représentation qu'ont les parents dans leur tête de ce bébé. Parce que ce n'est pas un bébé pour tous les parents. Pour certains, c'est tellement impensable d'imaginer perdre son bébé, c'est tellement impensable de répondre à une décision d'interruption médicale de grossesse, qu'ils préfèrent penser qu'il s'agit d'un organe, d'une entité philosophique, de rien, d'une chose. Mais alors, comment on fait le deuil de rien, d'une chose? Ça rend les choses bien compliquées. Et enfin, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il s'agit d'un deuil qui se produit dans le corps des femmes. Après la mort de leur bébé, elles éprouvent des sensations kinesthésiques de manque, un peu comme les personnes qui ont un membre amputé. Et j'ai pu remarquer que souvent le travail de deuil se fait parallèlement à un travail corporel également. Souvent les femmes, après cette grossesse qui n'a pas donné lieu à un enfant vivant qui va bien, elles veulent retrouver leur ligne d'avant, elles veulent perdre leur poids, elles n'y arrivent pas. Et progressivement, à mesure que l'enfant va trouver sa place
dans leur tête qu'il a une place indélogeable, elles vont perdre leur poids. Évidemment, les traces dans leur corps resteront. La poitrine se sera modifiée, le bassin se sera élargi. Le deuil périnatal va toucher toute la famille. Bien sûr, les parents qui vivent cet événement, mais aussi les grands-parents qui se sentent responsables parfois de la pathologie qu'a eu le bébé et qui souffrent de voir leurs enfants souffrir et aussi de ne pas avoir de petits-enfants. Et puis évidemment, les enfants aînés qui vont être présents la plupart du temps au moment où se produit la mort ou en tout cas l'annonce de la mort s'il y a une interruption médicale de grossesse. Et ils vont traverser cette période alors que leurs parents ne sont plus dans leur capacité de contenance habituelle parentale. Donc c'est ça qui va rendre les choses très difficiles. Et puis aussi, bien sûr, les enfants à venir. Les enfants qui naîtront après seront bien sûr aussi impactés par la mort de cet enfant. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir soutenir, aider, accompagner les parents au moment où se produit la mort. Et d'ailleurs, le deuil périnatal est un vrai problème de santé publique, parce qu'en effet, ça touche vraiment toute une famille et puis les enfants à venir. Donc ça fait beaucoup de personnes qui sont vraiment touchées par cette histoire. Ça reste encore un sujet tabou. Alors, bien sûr, il y a eu, grâce à la mobilisation des professionnels, des parents, des associations de parents et des réseaux maintenant, il y a eu vraiment, vraiment une nette amélioration, une meilleure connaissance du deuil périnatal. Les équipes dans les maternités, dans les réseaux de soins se sont formées finalement à l'accompagnement aussi des parents dans ces situations. Mais néanmoins, ça reste insuffisant. Il n'y a pas vraiment un changement de mentalité dans la société. Il suffit d'écouter les parents, les mères par exemple, dans le groupe de mères que j'ai animé pendant 15 ans, qui racontaient toutes sortes d'indélicatesses, de maladresses, parfois de propos même méchants qui leur étaient adressés par une grande méconnaissance finalement de ce qu'est le deuil périnatal, de la souffrance qu'il entraîne. Et donc il y a beaucoup de progrès encore à faire, et notamment dans le milieu professionnel. C'est toujours une grande angoisse pour les parents de reprendre le travail. Ils se sentent ostracisés quand ils croisent un collègue, celui-ci baisse les yeux ou tourne au premier virage pour ne pas avoir à leur parler. On leur demande autant de travail qu'avant. Enfin, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut vraiment que les mentalités changent aussi au niveau professionnel, que les parents soient mieux accueillis et accompagnés avec bienveillance. Ça me semble très important. Donc il y a encore des progrès à faire. Alors cette indifférence ou ces maladresses de l'entourage sont aussi le fait qu'en effet, ils n'ont pas connu l'enfant. Donc c'est plus facile quelque part de ne pas en parler, parce que ça les dérange évidemment d'en parler, mais aussi parce que la mort survient à l'aube de la vie, et ça veut dire aussi que la mort est aléatoire et qu'elle peut survenir à tout moment, et ça fait très peur. Ça fait très peur. C'est très difficile pour les parents de vivre un tel drame. Chacun va faire comme il peut pour survivre. Il va développer ses propres moyens de protection, ses mécanismes de défense, tels qu'il les a toujours utilisés dans sa vie. Et puis selon les séparations ou les deuils qu'il a eu déjà à connaître, il réagira d'une façon ou d'une autre. Parfois, il y a certains parents, ou bien la mère ou bien le père, on va avoir besoin d'en parler souvent, et de pleurer, et d'être consolés, même s'ils sont inconsolables en fait. Et puis d'autres ont envie de tourner la page très vite, parce que c'est trop insupportable de penser qu'on a pu son bébé, que cette promesse de vie finalement ne s'est pas tenue. Et donc ils veulent reprendre de nouveaux projets, refaire vite un bébé, et notamment les pères se sentent tellement démunis devant leurs femmes qui pleurent, qui leur semblent enfin, en dépression,
ils ont tellement peur qu'elle ne revienne jamais du côté de la vie qu'ils souhaitent en effet souvent qu'il y ait un nouveau bébé. Ils pensent que c'est la seule solution pour la rendre à nouveau heureuse. Et les hommes souffrent énormément, mais ils n'osent pas le montrer. Et il y a aussi encore comme ça des images d'eux dans la société, comme quoi ils doivent être forts et soutenir leurs femmes. Moi, je me souviens quand j'allais rencontrer des couples à l'Institut de périculture de Paris où je travaillais, et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois des parents endeuillés d'un jeune bébé. Eh bien, les pères me disaient ben, je vous laisse avec ma femme, c'est elle qui souffre le plus, c'est elle qui a porté le bébé. Et je disais mais c'est votre bébé, vous aussi vous souffrez. Et à ce moment-là, souvent il avait les larmes aux yeux et il revenait. Et les entretiens de couple sont très importants parce que ça permet de lever des malentendus. Je me souviens d'un couple qui était venu me voir à mon cabinet et elle était très triste parce qu'elle disait que son mari n'en parlait plus. Ça faisait quelques mois qu'ils avaient perdu leur petite fille. Et elle disait oui, puis cet été, alors que tous les matins, moi quand je me réveillais, je pensais à l'enfant qu'on aurait dû avoir, qu'on aurait dû passer les vacances d'été avec notre petite fille. Toi tu partais faire ton jogging tranquillement. Et il lui a dit oui, je partais faire mon jogging. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y avait une petite chapelle dans les collines et tous les matins, j'allais allumer un cierge pour notre petite fille. Et je me souviens de ce moment-là très fort, elle lui a pris la main, ils se sont regardés. Et elle a compris, bah oui, qu'il y pensait beaucoup et il a pu lui dire « je n'osais pas t'en parler, j'avais peur à chaque fois de te rendre triste, mais bien sûr que j'y pense tout le temps et que je suis triste également ». Donc ces entretiens de couple sont excessivement importants parce que ça permet de lever justement des malentendus, ça permet de se rapprocher. Moi je dis toujours aux parents qu'il faut pas rester seul, il faut en parler, il faut éventuellement aller dans les associations où il y a des groupes de parents qui peuvent se réunir tous les mois, et là ils vont pouvoir peut-être plus facilement exprimer ce qu'ils ressentent, parce qu'il y a leurs semblables qui sont là. Je connais certains parents, même pas mal d'ailleurs, qui sont partis faire un voyage après. Ils se sont retrouvés tous les deux pendant une semaine ou pendant quelques jours. Et ces moments-là sont importants. Ils ne vont pas forcément parler du bébé tout de suite, même des fois pas du tout, mais ils savent qu'ils y pensent de toute façon. Et ils vont reprendre de nouveaux repères, parce qu'ils ne sont plus les célibataires qu'ils étaient avant, ils ne sont plus le couple qu'ils étaient avant, ils sont devenus parents entre-temps. Et donc il y a un nouvel équilibre à trouver. Et ils vont devoir en plus s'épauler, se soutenir pour faire face ensemble à ce monde qui a changé pour eux, à ce monde qui est devenu hostile. Donc c'est vraiment très important qu'ils se retrouvent. Et puis qu'ils fassent des petits projets. Des projets je ne sais pas, aménager la maison, des projets certains vont changer de travail, certains vont faire un autre voyage. Enfin, et ça c'est important parce que ce bébé, il les avait cimentés, il avait cimenté le couple. Et comme il n'y a plus le bébé, eh bien le couple forcément n'est plus le même. Il a besoin de prendre un nouvel appui, de prendre de nouveaux repères. C'est tout à fait normal de ne pas oublier. Et si on en parle, si l'enfant peut être inscrit parfois à l'état civil, si d'autres personnes peuvent rappeler que ce bébé a existé, ça permet aux mères d'investir, de continuer à investir la vie, de continuer à avoir des projets, de continuer à investir d'autres enfants. Autrefois, les mères étaient toutes seules à détenir la mémoire vivante de leur enfant mort. Et donc, on les taxait de pathologiques parce qu'elles en parlaient tout le temps, ou en tout cas, elles montraient dans leur attitude qu'elles y pensaient. Mais évidemment, si personne d'autre en parlait, si personne d'autre pouvait partager le souvenir de cette existence, elles n'avaient pas d'autre solution, d'autre moyen pour continuer à le faire exister. Ce qui est très important, c'est que les parents ne restent pas seuls. C'est qu'ils puissent être aidés tout au long de ce drame qu'ils vivent. En fait, les parents ont une très grande créativité psychique, mais elle est souvent anéantie sous le poids du traumatisme, du drame qu'ils vivent. Et je pense que toutes les personnes qui vont les entourer, que ce soit les équipes médicales, que ce soit la famille, que ce soit les amis, doivent vraiment les aider à reprendre possession de leurs ressources.
Par exemple, nous, on a beaucoup formé les échographistes et les sages-femmes qui annoncent finalement les problèmes ou la mort du bébé, afin d'employer des mots ou des façons de faire moins traumatiques que d'autres. Car il y a des façons qui vont complètement anéantir la pensée et d'autres qui vont permettre encore de retrouver des capacités de pensée. Et à partir de ce moment-là, les parents vont développer leur créativité psychique et ils vont trouver des choses formidables pour s'en sortir. Alors il y a des parents qui vont écrire. Il y a des ouvrages comme ça qui sont publiés assez souvent par des mères, mais aussi par des pères. Des pères qui me contactent parfois parce qu'ils viennent d'écrire, ils ont perdu leur enfant, leur bébé il y a quelques années, ils ont écrit après quelques années. Beaucoup de femmes aussi ont écrit des ouvrages. Il y en a qui vont faire des tableaux, il y en a d'autres qui vont faire des sculptures pour continuer à faire vivre leur enfant. Il y en a d'autres qui vont planter un arbre. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas rester seul, de pouvoir en parler, de parler déjà le couple entre eux, de pouvoir faire exister ce bébé et surtout de pouvoir rencontrer des thérapeutes. Ben, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont formés, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des ostéopathes aussi qui travaillent beaucoup avec le corps. Mais le corps des mères, évidemment, a été très très impacté par ce deuil, et aussi celui des pères. Donc je crois que toutes les personnes qui peuvent, les sophrologues aussi, qui peuvent aider ces parents à exprimer leur douleur, sont très importantes et que les parents doivent pouvoir les contacter, doivent pouvoir être aidés, accompagnés par ces personnes. Alors après l'annonce du décès ou d'une malformation qui va conduire à une interruption médicale de grossesse, il y a souvent, enfin dans la plupart des maternités, il y a ce qu'on appelle un entretien préalable qui est fait donc par une sage-femme ou une psychologue parfois, mais plus souvent une sage-femme. C'est un entretien qui est très long, qui peut paraître violent pour les parents parce qu'ils sont en pleine grossesse et on va leur parler d'autopsie, on va leur parler de caveau, on va leur parler de funérailles, enfin, ils ne sont pas du tout dans ça. Et en même temps, si vous voulez, dans un moment où les parents sont démunis, où ils n'arrivent pas à penser ce qui leur arrive, ça va être un support de pensée. Cet entretien va constituer un support de pensée très très important sur lequel ils vont s'appuyer. Donc elle va leur expliquer le déroulement de l'hospitalisation, de l'accouchement, la possibilité de voir l'enfant ou pas. Ce sont des propositions, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, ils peuvent décider de ne pas le voir et de le voir après en chambre mortuaire, ou l'un des deux va le voir et pas l'autre. Enfin bon, tout ça est possible. La possibilité de fournir un petit vêtement, d'écrire un poème, de donner un doudou, enfin, de prendre des photos. La possibilité aussi de le déclarer à l'état civil, puisque c'est donc depuis le décret de 2009, maintenant on peut déclarer l'enfant à l'état civil tout au long de la grossesse, quel que soit le poids, puisqu'avant il y avait aussi une question de poids et de terme, à partir de 15 semaines d'aménorrhée. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Et elle explique aussi la possibilité de faire des funérailles, soit individuelles. Des fois, il y a un caveau de famille et donc les parents, effectivement, préfèrent que leur petit enfant soit éventuellement avec un grand-parent, soit des funérailles qui sont organisées par l'hôpital et les enfants, les petits, partent ensemble en général. Des fois, c'est tous les mois, enfin ça dépend, tous les 15 jours, ça dépend des endroits, dans des reliquaires. Et il y a certains parents qui ont choisi cette façon, car pour eux, c'est comme s'ils partent avec ses copains, qu'il n'est pas tout seul. Et puis c'est trop difficile pour eux aussi de contacter les pompes funèbres, etc. Enfin, ça les, comment dirais-je, ça les renvoie à leur propre mort. Enfin, s'il y a quelque chose comme ça de très extrêmement difficile. Donc cet entretien, il est vraiment très précieux et ça va permettre aux parents de cheminer et d'accompagner au mieux leur enfant. Alors pour ceux qui n'ont pas vu leur enfant, qui n'ont pas fait d'obsèques, ça arrive, et ça, on le voyait par exemple dans le groupe de mères endeuillées que je co-animais depuis une quinzaine d'années. Eh bien, il y a toujours des choses qui sont possibles. Par exemple, à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, tous les 3 mois, le premier mardi du mois, il y a une cérémonie
où tous les prénoms, tous les enfants sont cités. Et quand on n'a pas rien fait pour son enfant, pas d'obsèque, je veux dire, on peut à ce moment-là donner son prénom. Et c'est vraiment extrêmement important pour les parents. Il y a aussi la possibilité de faire des lâchers de ballon. Il y a aussi, je me souviens d'une maman qui avait, avec son compagnon, avait planté un arbre dans leur jardin. Et elle avait mis un poème dans lequel elle avait écrit tout ce qu'elle aurait aimé vivre avec son enfant. Elle n'avait pas fait d'obsèques, rien. Et elle, c'était sa façon à elle de faire des obsèques symboliques. Ça l'a beaucoup apaisée. Donc on peut faire beaucoup de choses. Les groupes de parole jouent un rôle fondamental dans le travail de deuil. Moi, pendant longtemps, je recevais les parents soit en couple, soit de façon individuelle. Et à partir de 2007, à la demande des mères, j'ai créé un groupe de mères endeuillées qui s'est réuni chaque semaine sans relâche jusqu'à il y a très peu de temps. Et en fait, c'est les mères qui souhaitaient rencontrer leurs semblables. Et pour les parents, c'est extrêmement important de rencontrer d'autres parents qui ont vécu le même drame qu'eux, parce qu'ils se sentent trop incompris par leur entourage, par la société. Et là, il y a un écho. Enfin, ils ont des fois pas besoin de dire grand-chose, mais d'écouter les autres, ça résonne. Tous les propos résonnent et les aident. En plus, ils se donnent des conseils. Certains ont davantage avancé dans le travail de deuil et ça leur permet de pouvoir se projeter aussi, de penser que d'ici quelque temps, ils pourront peut-être parler de ce bébé sans pleurer, ils pourront peut-être le nommer. Donc c'est vraiment très important. C'est un dispositif vraiment qui a des vertus thérapeutiques très efficaces. Et c'est pour cela qu'avec ma collègue Isabelle Caillot, après 15 ans de fonctionnement donc, de ce groupe de mères, nous avons décidé d'écrire un ouvrage qui va être publié très bientôt là chez RS, le 31, il sera en librairie le 31 mars, et qui s'intitule Deuil périnatal et groupe de parole pour les mères. Bien entendu, les pères sont aussi concernés. Il y a des groupes de parents qui sont souvent animés par des bénévoles, des associations. Il y a aussi des groupes de pères. Et ça, il n'y en a pas assez, malheureusement. Ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que les pères ont aussi besoin de se retrouver entre eux. Je ne sais pas si les parents ne ressentent pas le besoin d'en parler, mais simplement c'est tellement difficile, c'est tellement insupportable qu'ils ont peur de tomber dans des abysses dont ils ne pourraient jamais se relever. Donc je crois que ça fait partie aussi de leur mode de fonctionnement, de leur mécanisme de défense. On sait bien dans la vie qu'il y a des gens qui avancent en permanence, qui ne veulent pas trop exprimer leurs émotions, qui ont tellement peur de s'effondrer. Donc c'est vraiment un mode de protection. Combien de personnes m'ont dit oui, il ne fallait pas trop que je pense à ce moment-là, j'ai préféré complètement investir mon travail ou faire un nouvel enfant. Je ne pouvais pas penser, je sentais que j'allais devenir folle si je pensais à ce qui venait de m'arriver. Donc c'est vraiment à respecter. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Je crois qu'à un moment donné, surtout des fois quand il y a eu un autre enfant, c'est possible de penser à ce premier enfant qui est décédé. D'ailleurs, pendant la grossesse qui suit, souvent toutes les sensations corporelles sont réveillées. Et d'ailleurs, les femmes pensent beaucoup plus et elles parlent beaucoup plus de l'enfant qui est mort que l'enfant à venir. Ce qui peut parfois d'ailleurs inquiéter les équipes médicales ou même l'entourage. Mais il ne faut pas s'en inquiéter, enfin, c'est tout à fait normal, elles ont peur de trahir cet enfant. Et puis le véritable travail de deuil, des fois, commence qu'à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles se rendent compte qu'il s'agissait d'un bébé. D'ailleurs, c'est pour ça que le décret de 2009 est très intéressant, parce qu'il a un caractère rétroactif. C'est-à-dire que jusqu'en 1993, on peut déclarer les enfants qui sont morts après. Et donc parfois des enfants qui n'ont pas été déclarés au moment où ils sont morts parce que c'était trop insupportable, parce que les parents ne voulaient pas en parler, justement, vont être déclarés à l'état civil 1 an, 2 ans après, lors d'une prochaine grossesse. Donc il faut vraiment respecter complètement cette temporalité psychique des parents. Il faut quand même les soutenir, parce que c'est pas parce qu'ils disent que ça va, qu'ils ont besoin de rien, qu'ils n'ont pas besoin. Je crois qu'il faut quand même prendre de leurs nouvelles, les soutenir, et puis
voilà, ils savent qu'on est là, s'ils ont besoin. Moi, je donnais toujours un petit carton avec mon nom quand j'allais voir des personnes qui ne souhaitaient pas, au moment où je les rencontrais, me parler. Je leur disais, c'est comme vous le pouvez, ça peut être dans 15 jours, comme ça peut être dans 6 mois ou dans un an. Je serai tout à fait à votre disposition pour vous recevoir si vous le souhaitez. Et beaucoup de parents sont venus après, d'ailleurs certains sont venus très vite d'ailleurs. On peut maintenant, grâce aussi à ce décret de 2009, on peut tout à fait faire des obsèques individuelles ou collectives pour les enfants morts pendant la grossesse. Alors bien sûr, ça fait partie des rituels qui permettent de donner aussi une place à l'enfant, qui peuvent aider à faire ce travail de deuil. Mais parfois, les parents vont faire un travail plus intime, soit par l'écriture, soit en fabriquant des objets. Et, euh, et ce n'est que plus tard, peut-être, qu'ils pourront aller se recueillir sur une tombe ou dans un endroit où il y a un arbre du souvenir, comme par exemple dans le cimetière de Thiais, et où il y a tous les médaillons pour tous les enfants qui ont une crémation. Donc et donc parfois c'est au bout de 2 ans, 3 ans que les parents vont se rendre à ce cimetière. Et alors ça me fait penser à quelque chose qui s'est produit dans le groupe des mères endeuillées, un peu avant Noël, il y a quelques années. Il y a une maman qui avait acheté des grosses boules rouges sur lesquelles elle avait inscrit le prénom des bébés du groupe, hein, des bébés morts du groupe, des mamans qui fréquentaient ce groupe à ce moment-là. Et elle est allée les suspendre à l'arbre du souvenir à Thiais. Et elle a fait des photos hein, de ces boules qu'elle a envoyées à toutes les mamans qui étaient dans le groupe à ce moment-là. Et ça a été vraiment très important parce que la fête de Noël est une fête très douloureuse pour les parents qui ont perdu un bébé. C'est toujours très important de parler aux enfants aînés hein, qui traversent ce drame en même temps que leurs parents. Ils voient bien que quelque chose a changé, qu'ils ne sont plus le centre du monde comme avant. Déjà pendant la grossesse, hein, ils sont blessés un peu dans leur toute-puissance infantile. Et donc ils peuvent ressentir de l'ambivalence, à la fois être très contents d'avoir un petit compagnon, une petite compagne, et puis à la fois ils se sentent menacés par ce nouvel arrivant qui va peut-être les détrôner. Donc quand la réalité malheureusement va rejoindre les fantasmes, en tout cas ou leurs vœux de mort, ça peut énormément les culpabiliser. Donc ce sera très important d'apprécier cette culpabilité des enfants hein, et leur dire qu'ils n'y sont pour rien. Donc ça va être très important de parler aux enfants. Parce que même si on leur dit rien, il y a des parents qui disent mais moi il ne savait même pas que j'étais enceinte, il n'a pas vu là qu'on partait. En fait les enfants ont toujours remarqué que les parents ne sont plus comme avant, que les parents ont les yeux rougis, qu'ils ont l'air tristes, qu'ils se sont déplacés de nombreuses fois et on ne sait pas pourquoi. Donc évidemment, on ne dira pas la même chose selon l'âge de l'enfant et puis selon aussi les habitudes familiales, les rituels, la façon de parler de la mort hein, dans la famille. On sait qu'avant 5 ans, la notion de mort n'est pas du tout intégrée chez l'enfant, que pour lui, il y a une confusion entre le sommeil et la mort, hein, donc ça sera assez compliqué d'expliquer. Parfois, il y a des parents qui disent voilà, il est dans le ciel avec papy parce que, bon, je ne sais pas, ils auront vu le roi lion, etc., ou des films de Disney. Donc tout dépend effectivement les croyances familiales, culturelles. Après 9 ans, la notion de mort, elle est vraiment intégrée chez l'enfant. Donc là, on va davantage parler de la mort. De toute façon, il faudra reprendre les choses tranquillement, progressivement, c'est-à-dire que bien reparler de la grossesse pour en effet les enfants qui n'avaient peut-être pas été mis au courant de la grossesse, et aussi de pouvoir dire, puisque ça se vit souvent en temps réel, de dire que le bébé est malade, qu'on va essayer de le soigner, c'est pour ça qu'on va à l'hôpital, mais que c'est difficile de le soigner parce qu'il est tout petit, parce que il est dans le ventre de la maman, que c'est compliqué de lui donner des soins, des comprimés, etc.
Donc je crois qu'on n'est pas obligé de tout dire à l'enfant, hein. Ça, on va l'encombrer parce que entre maintenir le secret, comme on l'a fait très souvent autrefois dans les familles, et puis tout dire, je crois qu'il faut trouver la juste distance. Tout dire, c'est faire porter un fardeau énorme à l'enfant qui n'est pas capable de supporter à son âge. Et je crois que progressivement, lorsqu'il grandira, et plus tard, ça peut être important pour lui de savoir un peu plus ce qui s'est passé. Ça peut être important aussi sur le plan médical, qu'il le sache. Donc je crois que vraiment, il faut pouvoir le dire aux enfants. C'est parfois très compliqué pour les parents qui ont peur de l'attrister, qui se sentent aussi coupables. Enfin, donc moi souvent, pendant les entretiens, j'en parle avec les parents. Je dis, comment vous auriez envie de lui dire? Et je leur dis, ben, si vous voulez, la prochaine fois, vous viendrez avec lui, on en parlera ensemble. Et très souvent, ils ne reviennent pas avec lui parce qu'ils ont su lui dire. Moi, je dis toujours que c'est important qu'ils soient ensemble pour le dire à leur enfant. Et en fait, ce qui fait plus traumatisme, c'est pas, bien sûr, le fait que leur petit frère ou leur petite sœur ne va pas arriver, ça peut leur causer de la peine. Mais ce qui fait vraiment traumatisme, c'est la manière d'en parler, surtout des parents. Si les parents sont trop mal, complètement en dehors de leur capacité habituelle de contenance parentale, ça peut traumatiser l'enfant de ne pas sentir ses parents solides comme d'habitude. Donc moi je dis toujours aux parents, attendez des fois pour lui dire, parlez-en déjà entre vous, nous on peut en parler, et quand vous vous sentirez plus en accord avec vous pour lui dire, dites-lui, voilà. Et vous dites ce que vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Mais il a besoin d'avoir une explication sur ce qui s'est passé, parce qu'il a bien vu que quelque chose était arrivé dans cette maison. Alors on parle des enfants aînés, mais aussi des enfants qui vont venir après. C'est très important de raconter aux enfants qui viennent après que leur histoire a déjà commencé, qu'ils ont un grand frère ou une grande sœur. Ça fait penser qu'il y a un très joli livre qui a été écrit qui s'appelle « Mon grand frère des étoiles ». Donc parfois on s'appuie sur des livres, que ce soit pour les enfants aînés d'ailleurs, hein, ou les enfants qui vont venir après, pour raconter leur histoire, hein, l'histoire de cet enfant qui n'a pas pu vivre. Et les enfants aînés, leur place n'est pas toujours facile à trouver. Autrefois on parlait d'enfants de remplacement. Je crois que grâce à tout le suivi et l'accompagnement qui est mis en place, maintenant chaque enfant peut avoir sa place. Et ça me fait penser aussi que c'est très important que les grossesses qui suivent soient très accompagnées, qu'il y ait un suivi médical plus régulier, car les mamans, les pères aussi ont très peur que ça se reproduise, que la mort fœtale se reproduise ou que la même anomalie se reproduise. Donc c'est important de les rassurer, surtout au départ, ils ne sentent pas le bébé bouger. Donc une petite échographie rapide, mais qui permet de sentir que le cœur bat. C'est très rassurant, ça permet aux mamans de faire repartir la rêverie maternelle, qui est vraiment fondamentale pour accueillir un enfant. Donc, et pendant les grossesses d'après, comme je le disais, souvent les parents, et surtout les mamans, vont parler essentiellement du bébé qui est mort, car toutes ces sensations qui sont réveillées vont forcément les renvoyer à ce premier bébé qui n'a pas pu vivre. Donc, il faut les laisser, enfin, je crois, parler de ce bébé et peut-être aussi leur dire, si elles évoquent des douleurs, des nausées, est-ce que c'était comme ça à votre précédente grossesse? Et là, elles vont pouvoir en parler de cette précédente grossesse. Certaines n'en parleront pas, mais elles sauront qu'on n'a pas oublié. Et leur crainte la plus grande, c'est qu'effectivement, tout le monde investisse cette nouvelle grossesse et oublie encore plus le bébé qui n'a pas pu vivre. Donc c'est très important qu'elles se sentent rassurées que non, ce bébé-là, il a sa place et que celui à venir aura aussi la sienne. Que chaque bébé va pouvoir trouver sa place, bien différenciée. Et donc ça, c'est vraiment très très important de pouvoir reparler de ce qui s'est passé avant, de façon assez légère, si vous voulez. Si les parents n'ont pas envie d'en parler davantage, ce n'est pas la peine, mais ils savent qu'on n'a pas oublié. Et ça, c'est fondamental. La pire des choses pour les parents qui viennent de perdre un bébé, c'est l'indifférence. Donc je crois que c'est très difficile de s'adresser à des parents qui viennent de perdre un bébé. On ne sait pas quel mot leur dire, on ne sait pas quelle attitude adopter. Mais voilà, il y a des choses très simples. Prendre de leurs nouvelles, leur demander comment ils se sentent, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux, les inviter, je ne sais pas, à déjeuner, envoyer des petits messages,
envoyer des messages aux dates anniversaires de la mort, aux moments difficiles de Noël, toujours rappeler qu'on a une petite pensée pour eux, pour le bébé. Et je crois que c'est vraiment fondamental de leur montrer qu'on pense à eux et à ce bébé qui n'a pas pu vivre.